Ceux qui ne parlent pas, on mute le micro. Vaut mieux qu'on mute tous, uniquement Odile, l'un après l'autre. Donc, on est en live. Odile, tu peux démarrer. Et donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Odile Christine. Je suis citoyen mauricien à Paris et je me bats par rapport à tout ce qui se passe à l'île Maurice, toutes les injustices auxquelles mon pays fait face actuellement. Donc aujourd'hui, on va recevoir Achani de l'île Maurice, également de DF Sanassi. Jojo et moi, on va être avec ces personnes pour pouvoir s'éclaircir un peu sur la situation que nous affrontons. Donc aujourd'hui, il y aura pas mal de sujets comme les squatteurs qui sont à la rue, de la manière dont ça a été fait et également dans la souffrance dans laquelle ils sont actuellement et qu'ils ne reçoivent pas d'aide par rapport à tout ça. C'est une injustice encore une fois. On va parler de Wakasho qui a beaucoup fait parler de lui concernant l'huile qui était dans notre lagon suite à des morts, des crustacés, des baleines, tout ça. On parlera de tout cela avec justement nos invités. Il y aura également, on parlera aussi du réveil de la jeunesse. On va dire ce qu'on pense des lois, de la Constitution qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus le droit à la liberté d'expression, nos droits ont été bafoués. On va voir tout ça aujourd'hui. Et pour l'heure, nous allons parler avec Jojo qui va se présenter et à tour de rôle, on va se présenter tout le monde. Bonsoir Jojo. On n'entend pas vraiment. Joanne. Oui, c'est ça, oui, je t'entends. Bonjour, c'est Jojo, je me présente. Moi, j'ai commencé le combat depuis qu'on a commencé à voir le Wakasio. Je me suis réveillée un peu. Aujourd'hui, je me dis que voilà, nous les diasporas, on s'est réveillés ici parce qu'on aime notre pays, on aime notre patrie, on peut pas laisser notre peuple tomber dans la dictature déjà. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire cette petite vidéo pour pouvoir contribuer pour aider notre peuple de l'île Maurice. Bon, je te laisse la parole, Odile. Oui, alors bonjour Achani, tu es de l'île Maurice. Salut, bonsoir tout le monde, on m'entend? Oui, on t'entend, oui. Super, oui, je suis de l'île Maurice. Alors, d'abord, je me présente, je suis Arshani Mahadou, ancienne candidate aux élections, mais je suis toujours politiquement et socialement active. Donc, tout ce qui se passe à l'île Maurice, ça nous perturbe, tout un chacun. Et je ne vais pas forcément m'aventurer dans l'affaire Wakasio. D'abord, moi, vous parlez d'un gros problème qui a débuté. Ça fait déjà quelques mois. Alors, on parle des élections là. Après les élections, il y a des personnes qui ont retrouvé un ou plusieurs bulletins dans nos rues. Donc, on est dans une démocratie, qui veut dire que si on retrouve un bulletin, donc forcément, il faut faire un recomptage. Et aussi, faut refaire une élection. Alors ça, c'est normal. Donc, on a fait, comme tu dirais, on a passé de l'huile sur l'affaire et puis c'est fini. Deuxième mandat, voilà, ça, c'est arrivé. Et la deuxième chose qui m'a perturbée personnellement, et je pense que ça a zébré la vie de tous les Mauriciens, alors c'est la liberté d'expression. Alors déjà, il y avait une loi, ICTA, c'est-à-dire ICT Act, qui était un petit peu ambiguë. Alors on a dû amender cette loi-là. Donc c'est quelque chose que le gouvernement a fait par la suite. Donc après avoir amendé cette loi-là, la loi est devenue encore plus ambiguë, qui veut dire que on a ajouté quelque chose dedans, on a rajouté quelque chose qui s'appelle annoyance. Alors, c'est quoi annoyance exactement? Cette loi-là ne nous explique pas exactement. Voilà. C'est là d'où vient le problème avec cette loi. Maintenant, d'après l'article 12 de la Constitution et aussi l'article 13 qui nous parle de freedom of conscience, donc l'article 12 qui nous parle de la liberté d'expression d'abord. Donc cette loi-là, elle précise au moins quelque chose. On doit suivre, on a la liberté de s'exprimer, mais s'il y a de nouvelles lois
il va falloir suivre, il faut absolument suivre ces nouvelles lois. Mais ces nouvelles lois-là doivent quand même être dans l'intérêt du public. D'accord? Et ça ne doit pas juxtaposer avec la liberté d'expression. Mais le truc, c'est que la chose qui nous perturbe dedans, c'est que cette loi ICTA-là, c'est devenu un jeu. Et là, tout récemment, les membres du gouvernement ont utilisé cette loi-là et on se pose la question, est-ce que cette loi-là existe pour la population, pour protéger la population mauricienne, ou cette loi-là existe pour les politiciens, plus précisément les membres du gouvernement. Par exemple, il y a une fille, je pense que Faria, elle est là et qu'elle va intervenir dans pas trop longtemps. Alors, la veille, il y a une dame du gouvernement qui est partie poser plainte au Central CID le soir, et le matin, à 6 heures du matin, on est parti arrêter cette dame-là avec plus de 10 policiers. Alors, je trouve ça hyper grave. Et tout récemment, il y a les frères Dardenne. Alors, à 1 heure du mat, des agents des agents pour les ministres, voilà, donc qui étaient là-bas et qui ont parti poser plainte à 1 heure du matin. Et là, 5 heures du matin, on est parti arrêter les frères Dardenne. Donc, ce n'est pas possible. Alors, moi, ce que j'ai fait personnellement, il y a une dame de la force policière qui m'avait insultée, donc rien à voir avec la politique, hein, elle a attaqué directement ma mère. Donc, je suis partie tester cette loi-là. Et là, quand je suis partie au Central CID, moi, on m'a demandé de prendre rendez-vous avec la police. Oui, pour qu'on puisse entamer les procédures, pour qu'on puisse faire les investigations. Et là, j'ai trouvé ça hyper louche. Et moi, j'ai posé une question à l'inspecteur qui était présent ce jour-là. J'avais demandé, est-ce que cette loi-là est applicable juste pour les membres du gouvernement? Parce que quand Madame Intel était là-bas ce jour-là, tout de suite, j'ai comme l'impression qu'il n'y avait pas de procédure. Parce que comment se fait-il pour un simple citoyen, il y a des procédures. Et là, on vous demande, par exemple, de venir après 1 semaine. Et vous êtes victime, mais on vous traite comme si dirait c'est vous l'accusé, hein. Donc il faut venir après, il faut prendre rendez-vous, et puis on va vérifier votre téléphone, on va vérifier votre Facebook. Eh ben oui, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal parce que ça c'est pas normal. Et j'avais demandé pourquoi est-ce qu'il faut vérifier mon Facebook. On me dit il faut trouver le commentaire où la dame m'a insulté. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer si après 1 semaine la personne supprime le commentaire? Donc il n'y a pas question d'investigation dans ce cas. Vous voyez où je veux en venir? Oui, tout à fait. Il y a un gros problème. Maintenant, concernant Wakasho, je vais être très, très brève là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, en fait, il y a plein de choses qui s'est passé. Et il y a beaucoup de spéculations aussi. Mais moi, j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai pas aimé du tout, de Pravin Jagnat, le Premier ministre de l'île Maurice. Alors, ce qu'il a dit au Parlement est hyper grave. Alors, il y a plein de gens qui ont posé des questions. On a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu envoyer des bateaux pour aller retirer le fuel? Alors là, il a dit que la mer était houleuse, etc. Il y avait tant de problèmes. Il a même blâmé Dieu. Mais le truc dedans, c'est que on avait posé même la question, pourquoi pas utiliser un de nos hélicoptères. Donc là, il a dit, il y a juste un seul hélicoptère qui peut voler la nuit. Mais qui vous dit que ce travail-là doit se faire durant la nuit uniquement? Ça peut pas se faire durant la journée. Et aussi, comme par miracle, l'hélico qui pouvait voler durant la nuit était en mode servicing. Voilà. Et maintenant, on vous dit que la mer était houleuse. C'est pourquoi on n'a pas pu envoyer des bateaux de Maurice. Mais il faut aller voir dans les archives, dans les anciennes vidéos. Là, on va voir que quand on avait emmené ces bateaux-là à Maurice, on a fait de très grands discours disant que ces bateaux-là, ils sont super forts et les bateaux ont une capacité mais pas possible, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces bateaux-là? On va faire des petits balades avec les touristes? Je comprends pas. Je comprends pas, c'est pour ces missions-là, non, c'est pour ces genres de missions.
Ouais. Alors voilà, Euh, donc c'est ce que je voulais partager. Je voulais dire, je sais qu'on a d'autres intervenants qui ont plein de choses à partager aussi. Donc je vous dis merci beaucoup et je vous laisse, mais vous restez là, tout le monde. Alors toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission, donc vous restez là. On a encore plein de choses à partager avec vous. Merci beaucoup. Je t'en prie, Achani. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bye bye. Bye Bye. bye. Donc, du coup, bah, comme nous disait bah, Arshani, effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Ah, bah voilà, nous avons un autre invité. Ivor, bonsoir. Oui, Ivor, tu nous entends? Alors, donc, le temps de l'entendre, du coup, comme je disais, on a reçu Arshani, donc il nous a parlé un peu de son mécontentement par rapport à le ITAC Act, justement, ICT Act, voilà, ICT Act, par rapport à nos droits sont bafoués, on n'a plus le droit de s'exprimer, on pose plainte, il faut prendre rendez-vous, alors qu'une dame s'est fait arrêter par rapport à son mari, justement, qui s'est fait tu m'aides, Jo, un petit peu, s'il te plaît? Ben, effectivement, que t'es une femme qui avait posté quelque chose sur Facebook, qui s'est fait arrêter, elle est déjà là. C'est Fariaz, elle va te parler tout à l'heure. Mais à Chani, il y avait une dame qui l'avait insultée sur son Facebook. Elle est partie porter plainte, mais elle, on n'a pas pris ce qu'elle a dit en considération. Parce que, de toute façon, comme on dit, la famille, la cuisine, ils passent toujours avant. Mais les petits citoyens, comme on dit, ils s'en bat les couilles. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà ce qu'on vient toujours de voir avec Arshani. Et maintenant, on va recevoir Ivor. Ivor de l'île Maurice, bonsoir. Bonsoir Odile, bonsoir les amis qui sont connectés. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Oui, Ivor, alors, hein? comment? C'est Ivor? Non, c'est Ivor. Ivor. Ah, autant pour moi, Ivor. Autant pour moi. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal de sujets qui nous intéressent ce soir, notamment par rapport aux squatteurs qui se sont fait déloger sauvagement. Dans la situation dans laquelle ils se trouvent, on va parler également de Wakasho, de tout ce que ça fait à l'écosystème et de ce que notre peuple a subi par rapport à cela, la fraternité, la solidarité qu'il y a eu entre peuples, alors que encore une fois, on a des compétences du gouvernement. Et également, on parlera de d'autres sujets, la liberté d'expression. Je vais t'arrêter un coup, et Odile. Ivor, je crois que tu as été à la mer quand il y avait le problème de Wakasho pour retirer de la fuel? Non. J'ai été là-bas pour me rendre compte de ce qui s'est passé. J'ai été en mer, bien sûr. J'ai été très proche du bateau. D'accord. Et non, je ne peux pas dire que j'ai été là-bas pour aider. J'étais là-bas plus pour me rendre compte de ce qui s'est passé. Voilà, pour te rendre compte de la fatalité qu'il y avait. Bien sûr, oui. Et puis bon, de toute manière, ce qui est important de comprendre pour ceux qui sont à l'étranger, bon, moi-même, j'étais à l'étranger pendant 13 ans. Je suis rentré à Maurice cette année, ça va faire 7 ans. Et il y a aujourd'hui à Maurice un problème dont ces événements-là, que ce soit les squatteurs ou le Wakasho, ce n'est que finalement les conséquences d'une politique, d'un comportement aussi citoyen qui a été récurrent pendant les dernières années. Ok, donc pour moi, c'est pas simplement parler des squatteurs et parler de Wakasho qui est important. Je pense surtout pour les Mauriciens qui sont à l'étranger, qui comprennent bien, c'est que on a une grande peur à Maurice pour agir. Très souvent, quand on est à l'étranger, on va voir qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on aurait imaginé faire à Maurice. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, déjà, on est catalogué. On est catalogué quand moi j'étais chairman de la Mauritius Sailor Home Society à un moment et j'ai rencontré à cette occasion, il y avait des cérémonies officielles, le ministre Prem Kunju
et je m'appelle Ivo Tanyan. Et il m'a dit, mais qualité tu étais toi? Qui te qualité? Je dis la qualité, c'est que je suis quelqu'un d'aimable, de gentil et de droit. Non, c'est pas cette qualité-là dont il faisait référence. Il faisait référence à mon ethnicité, à ma religion. Ok? Et j'ai vraiment pas compris ce qu'il m'a dit. Bon, c'est un ministre qui, donc, quand j'ai eu cette interaction avec lui, on était quoi, en 2017 peut-être? Et cet homme était ministre en 82. Il était ministre en 82, il était toujours ministre en 2017. Donc, moi, quand il m'a posé cette question, je ne savais pas à quoi il faisait référence. Je ne savais pas qu'il voulait savoir si mon famille, si communauté. Et donc, j'ai pas su le répondre. Mais quand j'ai compris ce qu'il voulait savoir, j'ai dit, je suis mauricien. Et il n'a pas aimé la réponse. J'ai insisté avec lui pour lui dire, je suis mauricien. Et il n'a pas aimé la réponse. Et en fait, c'est ça qui fait que quand vous êtes à l'étranger, ben, en fait, vous pouvez aller jusqu'au bout de vous-même. Parce que ce n'est pas honteux de dire, quand on est en France, je suis mauricien. Au contraire, les gens apprécient les Mauriciens. Au contraire, on est apprécié, aimé et on est en général bien intégré. Tout à fait. On est reconnu comme étant un seul peuple et une seule nation, comme on dit. On n'est pas reconnu pour être indien mauricien, pour être chinois mauricien. Il n'y a pas l'ethnicité devant le mauricien. On est considéré comme citoyen mauricien tout court. C'est-à-dire que même dans la rue, quand on marche et quand on voit un mauricien, ben, le fait de l'entendre parler créole, déjà, ça nous fait chaud au cœur, on est content. Et le deuxième réaction, c'est on court, vous êtes mauricien, moi aussi je suis mauricien. C'est ce qu'on voulait voir justement, pourquoi ne pas installer cette manière, cette mentalité de penser que nous tous, bah, on est un seul en vrai, on est mauricien. Donc, okay. je rejoins ce que donc tu là, dis. pour comprendre cette question-là, il faut, là, il faut comprendre une petite chose. Là, les derniers chiffres que j'ai, moi, qui datent, je crois, de 2016 à peu près, il y a 200 millions de roupies qui sont distribués aux socioculturels tous les ans. 200 millions de roupies. Okay? Maintenant, combien d'argent est consacré au Center for Mauritianism, au Centre pour le Mauritianisme? Parce qu'il existe à Maurice un Centre pour le Mauritianisme qui est tombé en désuétude maintenant. Mais s'il y a 200 millions qui partent pour les socioculturels, combien part pour le Centre pour le Mauritianisme? Donc, déjà, voilà, il faut bien comprendre que là, dans cette phase que l'on traverse à Maurice, si on veut aider les Mauriciens, en fait, il faut vraiment aider les Mauriciens à prendre conscience de la valeur que cette identité que l'on a, cette pluri-identité que l'on a, la valeur qu'elle a. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. On doit être en mesure de montrer fièrement, comme je vous ai dit, quand moi j'ai eu à répondre au ministre, j'avais pas compris au départ, mais après j'ai affirmé, j'ai insisté. Lui, il n'était pas content. C'est son droit. Aujourd'hui encore, et depuis tout le temps que je me suis engagé, c'est parce que je suis mauricien et qu'aujourd'hui, les Mauriciens ne sont pas représentés au Parlement. À Maurice, les Mauriciens ne sont pas représentés au Parlement. Voilà. On laisse l'occasion, je laisse les autres intervenir. Oui, bah oui. Alors là, pour le moment, on va accueillir Faria qui vient tout juste de nous rejoindre de l'île Maurice. Donc, bonsoir Faria. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est Fariha. On me considère comme une hors-la-loi de la République. Donc, mon histoire est... Au fait, tu es notre héroïne. Ah, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Donc, mon histoire commence en 2016, dont j'ai posté sur Facebook le credit memo de l'ex-ministre
de logements et de terres. Donc, c'était sur Cataly Sudden. Donc, le credit memo qui était attaché à un bill, normalement, on dit ça unpaid bill. Donc, comme d'habitude, les policiers ont venu chez moi avec un warrant qui n'était pas existant, même pas pour moi. On m'a interrogé pendant des heures. Et puis, on m'a dit qu'il faut nous arrêter. Pourquoi? Donc, arrêter parce que la personne en question, donc à l'époque, c'était le acting prime minister. Donc, il s'est senti agacé et visé en même temps. Donc, voilà, on a fait une nuit de cellule et on a été libéré le lendemain. Donc, le combat n'a pas été one-off, comme on dit. J'ai toujours écrit le système de prendre des press articles, donc les coupures de presse, la lecture, je donne mon opinion, je partage, tout comme les vidéos. Donc, tout récemment, j'étais interpellée aussi par la CID Cybercrime. Pour avoir partagé une vidéo d'une demoiselle, madame la PPS, dont le best-user est Tania Diol, pour l'avoir maintenir qu'elle était une opportuniste. Donc, la vidéo n'est pas de moi non plus, c'est de l'Express. Dont, à l'époque, on était sur le by-election. Excuse-moi de t'arrêter. L'opportuniste, c'était pas toi qui avais dit, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit ça à la personne. Voilà. Donc, c'était ce syndicat, il s'appelle Jack Bislal. Donc, il a dit que j'ai posté cette vidéo tout récemment sur mon page de Facebook, où il a dit et maintenir que Tania est un opportuniste. Donc, moi, connaissant d'elle depuis le MMM, quand j'étais dans l'aile féminine, donc je côtoyais, parlais, partageais des idées, etc. Et puis qu'elle est partie dans ce groupe de l'autre parti politique, le mouvement patriotique. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, super. Le mouvement patriotique, donc je pensais, donc j'ai dit ok, c'est une nouvelle partie avec le même genre du MMM. Ok, c'était bon. Mais de là à sortir. On ne vous entend pas, Faria. Par contre, là, on ne vous entend pas. Allô? Là, vous m'entendez? Allô? Non, on t'entendait bien, on t'entend bien. On t'entend. Moi, je t'entends. Ok. Donc, quand elle était dans le mouvement patriotique, donc le leader était Alan Ganou. Le leader et Madame Tania aussi critiquaient ce gouvernement dont était Alliance les peuples. Ok, donc elle parlait des choses qui sont, comment vous dire, qu'elle n'était pas d'accord avec l'Alliance les peuples. Et du coup, pour l'élection de 2019, de partir le matin pour voir le Parti travailliste et l'après-midi pour voir le MSN et aller faire une alliance avec le MSN. Moi, donc de ce jargon, on appelle ça vendre. Ok? Mais I still maintain she is an opportunist. J'affirme maintenir qu'elle est toujours une opportuniste. Voilà, moi c'est mon histoire et je ne veux pas arrêter de poster ni d'avoir peur de la CTA. Je vois pas parfois ce qui est rigolo. Donc on me dit voilà, vous avez breach, parce que le mot est breach, enfin CTA. Il y a l'annoyance dedans. Moi, je me demande, mais où est l'annoyance? Si la chose existante est vraie, vous pouvez aller vérifier. Où est l'annoyance?
Oui, mais même du moment où tu dis ton opinion, c'est ton opinion, c'est ton point de vue. Donc, C'est mon opinion. chacun fait les choses comme ils veulent. Voilà. Donc, le jour où ces 11 policiers étaient venus m'arrêter, j'ai pris le temps de lire ce warrant. Et bien sûr, elle a précisé dedans que je lui ai traité de l'opportuniste. Mais j'ai dit, c'est rigolo, ça, c'est quoi? C'est vrai ou faux? Non, mais ça, c'était la vidéo n'est pas de moi. C'était une façon de te mettre la pression en voyant ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire, je pense. Encore une fois, c'est nous l'opinion, on a le droit de s'exprimer, Voilà. de dire ce qu'on pense et d'analyser les choses à notre façon. Voilà. Donc ça, c'est un droit qu'il faut pas bafouer. Voilà, exactement. Ben moi, Voilà, exactement. moi, Fariane, je voudrais vraiment poser une question là-dessus. Fais comme si un journaliste, il fait des caricatures sur le gouvernement. Actuellement, s'il fait ça, mais qu'est-ce que le gouvernement fait avec le journaliste? Est-ce qu'il arrête? Bon, personnellement, j'ai vu beaucoup de caricatures, par exemple, tout récemment, ce matin, le D20, le pauvre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas vu cette répression envers les caricaturistes. Ok, par contre, c'est les gens qui écrivent contre, qui donnent de opinion leader pour faire, comment dire, passer ce message et faire les gens réfléchir. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Et la quantité de followers dont on a sur Facebook, les shares, l'impact que ça fait, ça, ces gens de gouvernement n'aiment pas du tout. Donc, la première question qu'on me pose, c'est, est-ce que j'ai un compte Facebook? Oui, j'ai. Combien d'amis? Combien de friends? C'est ça, la première question qu'on me pose. Donc, pourquoi? Je me demande, mais pourquoi? C'est la troisième fois qu'on me demande. J'ai des amis, des followers, combien de shares? Donc, ils ont peur. Ils ont peur des gens qui donnent des opinions. Ben, moi, je crois qu'ils doivent venir vraiment sur TF1 apprendre beaucoup de choses avec Canteloup qui parle toujours de la politique, de parler de président de la République, de parler de tous les hommes politiques, de faire des blagues sur eux. Ben, je trouve ça vraiment inadmissible de pas laisser les gens parler. Dès que vous parlez de quelque chose, même si vous faites une blague, vous voyez le matin la police qui arrive chez vous pour vous arrêter. Où nous allons en 2020. Et on est en 2020. Prenez l'exemple du ces rubriques là, les guignols. Voilà, les guignols. On a des figurines Sarkozy, François Mitterrand, Barbara. C'est tous les figurines, mais c'est dans ce contexte rigolo, politico-rigolo. Il y a pas rien offensant. Tout à fait. Comme moi, j'ai dit comme ça, bah, si je vois Gepetto, je veux dire à Gepetto, pourquoi tu as créé Pinocchio? Voilà. Par exemple, je suis en train de parler de Pinocchio. Une des policiers m'avait dit en 2017 ou 2018, mais pourquoi moi, je dis à Paris Journal, Pinocchio, mais il faudra demander à Paul Béranger. C'est pas moi. Et Dave Chanassi, j'aimerais bien savoir, nous, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, du coup, on a commencé par parler de la liberté d'expression sur ICT Act. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez dessus, Dave? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on n'a plus le droit de donner son opinion, qu'on se fasse arrêter, alors que quand on va poser plainte, il faut prendre un rendez-vous pour que ça soit pris en considération, alors qu'il y en a des gens qui sont arrêtés? Vous en pensez quoi? Déjà, merci Odile et Jojo pour cette invitation pour ce soir.
et salut à tous les amis en France. Donc, oui, ben justement, c'est ce genre de choses qui m'a forcé à devenir un citoyen qui fait de la politique. La Oui, politique est dans l'action. oui. Non, j'ai été toujours loin de la politique. J'ai pas été un citoyen actif ou un activiste dans le passé. Mais il y a 3 ans de cela, quand, ok, je vais pas dire que j'ai pris conscience à ce moment-là, mais bon, là, ça devenait vraiment grave quand on voyait comment la gouvernance, la mauvaise gouvernance s'est instaurée dans le pays, comment Ouais. la corruption, le népotisme Mhm. allait à une cadence inimaginable, comment Ouais. petit à petit les libertés des citoyens étaient bafouées. Oui, Ouais. c'est là où je me suis intéressé un peu plus et devenu actif dans la politique, qui a fait que j'ai été candidat dans les dernières élections dans un nouveau parti qui était à peine créé 6 mois, et Ivor Tanyan qui est là aussi. Donc, voilà. J'ai vécu 9 ans à Paris, donc je sais comment fonctionne le Mauricien qui est en Europe. Ivor a vécu 13 ans, si je ne me trompe, aussi en France et en Angleterre. Nous savons comment fonctionne la diaspora, mais aussi comment s'organisent et comment réagissent les citoyens de France, d'Angleterre et ailleurs. Tout Ok. à fait. Donc, en rentrant à Maurice il y a 25 ans, ben, c'est différent. Quand on vit à l'étranger, comme tu disais toi-même, Odile, tu rencontres un Mauricien, tu entends quelqu'un parler créole, ah, ça te fait chaud au cœur, etc. La Tout à personne fait. peut être de n'importe quelle religion, communauté ou autre. Le mot communauté ne veut pas dire la même chose à Maurice et en France. C'est différent. Ouais, ça, c'est- Okay? C'est Si on ça. parle, le mot communal en français veut dire travailler pour sa société. Communal. À Là, Maurice, tu as touché. ça veut dire on est, entre guillemets, raciste envers les autres gens de différentes religions. Donc, ça n'existe pas en France. Moi, je ne le connais pas. J'ai jamais vu ça. Ok. Déjà aussi, quand le Mauricien qui fait des études en France, à l'étranger, ben, il n'y a pas de problème de religion, de communauté, comme ça se dit à Maurice. Mais en rentrant à Maurice, les choses changent. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Mais bon, en fait, c'est tous ces choses de travers qui m'a forcé à devenir actif en politique. Je vais dire quelques mots par rapport à ta question sur Farira. Ben, Farira, c'est ce qu'on appelle en France un lanceur d'alerte. C'est protégé de par la loi. Mhm. Elle a lancé une alerte par rapport à une facture impayée d'un ministre qui était à ce moment-là vice-premier ministre. Ben, en France, cette personne saute immédiatement. À Maurice, ben non, on enferme le lanceur d'alerte. Donc, il y a des choses, comme je dis souvent, dans l'hémisphère sud, on fonctionne souvent à l'envers. Il y a plein de cas flagrants comme ça, au niveau de la corruption, au niveau de l'impunité. Ben, voilà, nous sommes là pour se battre contre le fonctionnement de ce système qu'il faut absolument réinventer aujourd'hui. Donc, que ce soit l'affaire Wakashio, que ce soit les gens qui sont décédés parce que récemment, ben, c'est tout simplement parce que les institutions ne fonctionnent pas d'une façon indépendante. Il y a de l'ingérence politique dans tout et n'importe quoi. Ok, les amis sont nommés dans tous les postes clés, les amis du pouvoir, je vais dire, dans tous les postes clés, et on s'en fout de leurs compétences. On s'en fout totalement. Il n'y a pas de méritocratie à Maurice. Donc c'est tout ça qui nous incite à faire de la politique. C'est ça, c'est tout à fait ça. Moi, Dez, donc du coup, bah, je réponds à tout le monde, je rejoins ton point. Moi, j'étais une personne apolitique, ça ne m'intéressait pas la politique. Je pense que souvent, c'est parce qu'on n'est pas intéressé par la politique qu'aujourd'hui, nous sommes là où on en est, parce qu'on connaît pas nos droits dans notre pays. On ne sait pas ce qu'on a le droit de faire ou pas. Nous, on nous parle la politique, on nous parle en anglais. Combien de Mauriciens vraiment parlent anglais? Même si c'est cette langue-là, on utilise dans les bureaux, on utilise ce langage pour faire les administrations, mais c'est pas un langage qui est donné à tout le monde.
beaucoup de gens qui sont pauvres ne comprennent pas l'anglais. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à la politique. On parle créole, oui, seulement quand on a un meeting, quand on aura besoin de voter pour eux, pour nous vendre du rêve, ça, ils vont le faire en créole. Là, ils seront fiers de leur langage. Mais quand il faudra nous expliquer de ce qu'ils vont faire avec notre argent, quand ils vont nous expliquer ce qui se passe vraiment à Maurice pour qu'on essaie de prendre conscience de ce qui se passe chez nous, ça se fait dans un langage qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on est apolitique, on ne comprend pas. Mais la chance qu'on a, encore une fois, comme je dis, la chance qu'on a, c'est qu'on se retrouve à l'étranger par un moyen ou un autre, on se retrouve à l'étranger. Je suis sûre que si on aurait été bien dans notre pays, nous pas à l'étranger pour redonner la vie meilleure. Mais quelque part, c'est un avantage parce que en étant à l'étranger, on a un point de vue extérieur de notre pays. Et c'est ça qui nous permet de voir ces injustices et de comprendre mieux ce qui se passe chez nous. C'est pour ça qu'ensuite, on est révolté et on veut vraiment défendre notre patrie, on veut défendre notre pays. C'est ça qui nous pousse à faire de la politique. On n'a pas forcément envie de parler politique, faire politique, parce qu'on a envie de s'enrichir sur le dos de notre peuple, mais tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol et qu'on a envie de voir tout le monde pareil, une vraie équitable, une vraie justice pour tout le monde. C'est pas des lois qui servent à d'autres pendant que cette même loi est en train de couler les autres. C'est ça qui nous fatigue, qui nous plaît, qui aujourd'hui on est tous motivés, on a envie de sortir dans la rue et de crier notre mécontentement parce qu'au fur et à mesure ils sont en train de nous écraser, nous oppresser. C'est ça. Voilà. Tout à fait, tu as 100% raison. Et ben, j'en profite pour féliciter toute la diaspora mauricienne à travers le monde, parce que si je ne me trompe, c'est la première fois, ou du moins moi, c'est la première fois que je vois une ferveur aussi forte, porteur de ce mauricianisme à travers le monde, qui avait manifesté tout le monde ensemble, mauricien, ben, aux quatre coins de la planète. Mais tout ce que tu dis, c'est vrai, on voit de l'injustice tous les jours, et c'est une des raisons pourquoi tout le monde se soulève aujourd'hui. Mais c'est surtout l'impunité. C'est tout à fait ça. J'aimerais reprendre sur un point que tu as dit une chose, tu as dit que c'est pour ça qu'on est forcé à partir à l'étranger pour aller chercher une meilleure vie. OK? Bon. Oui. Or, pour l'avoir vécu, je sais que l'étranger, c'est pas une meilleure vie, c'est une vie. Tout à fait. Non, galérer, oui. Voilà. Donc, ensuite, il faut comprendre où on se situe dans, j'ai envie de dire, la géopolitique internationale. Qu'est-ce qu'on a été, nous? L'île Maurice, on a eu notre indépendance. Il y a une bonne partie des gens qui avaient un certain niveau de compétence qui ont émigré, qui sont partis vers l'Australie, vers la France, vers plein de pays. OK? À partir de là, nous, on s'est retrouvés avec ceux qui étaient là, qui n'avaient pas forcément les qualifications, mais au moins les compétences et l'expérience qui ont pris le dessus pour faire le travail qu'il y avait à faire. Quand je parle de centaines de milliers de Mauriciens qui ont quitté Maurice, là. Okay. Là, je parle de 68, 69, 70, cette période-là où il y a énormément de Mauriciens qui partent. À cette époque-là, donc, on a eu une émigration organisée. On a eu une émigration organisée où il y avait même à Maurice un bureau qui s'occupait de ça, de l'émigration des Mauriciens. Ça existe toujours. Aujourd'hui, on a des agents qui travaillent pour le Canada, qui travaillent pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui vont aider les gens à émigrer. Donc, l'île Maurice et le Mauricien par essence est un citoyen qui est appelé à aller travailler pour une autre puissance, pour aller travailler pour un autre pays. Pourquoi? Parce que justement, le système est organisé comme tel. Il y a des États même, il y a des accords qu'on a avec les États, par exemple, jusqu'à tout récemment, ça a changé maintenant, jusqu'à tout récemment, Maurice était un des rares pays avec un passeport où on se présente, on a des facilités
parce que notre pays a des accords avec ses différents partenaires internationaux, ses différents pays amis. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous les Mauriciens à l'étranger aujourd'hui, il faut bien vous dire que finalement, peut-être il devait y avoir un désir chez vous de partir, hein, mais il y avait premièrement une nécessité et aussi un système qui n'avait pas d'option pour vous, à part de celle-là, soit partir ou galérer à Maurice et être insatisfait de sa situation à Maurice. Donc, aujourd'hui, moi, comme Dave, j'aimerais saluer et féliciter toute la diaspora. J'étais président de l'association des étudiants mauriciens à Lyon, moi. Pendant 7 ans, j'ai occupé ce poste. Tous les ans, on organisait une soirée mauricienne. C'était toujours le moment de l'année où on allait rencontrer une centaine au moins de Mauriciens, au moins s'assembler dans un lieu pour profiter d'un repas mauricien, d'une ambiance mauricienne. Donc, je comprends ce besoin, je comprends ce mal-être. Mais encore une fois, ce qui est important de saluer, c'est ce changement. Moi, je suis impressionné. Je félicite encore tous ceux qui sont mobilisés, qui ont organisé. Je suis impressionné parce que déjà à mon époque, quand on essayait de faire quelque chose, on allait y arriver avec quelques amis comme ça autour de nous. Faire quelque chose comme ça à travers toute l'Europe, chapeau, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, cette lutte, c'est vraiment parce qu'on a envie de trouver nos pays sortis. Oui, Dave, tu voulais dire quelque chose? Donc, en France, en général, le français, il va s'exprimer, comme on dit souvent, allez, le français a une grande gueule. Il va dire ce qu'il pense. Ouais. À Maurice, en général, pour parler, je te dis pour la plupart des gens, ils réfléchissent un peu plus avant de dire en public leur opinion. Ok? Donc, tout ça, si tu veux, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis des décennies, les différents gouvernements ont instauré une peur, une frayeur dans la population au niveau des citoyens. C'est ça. Okay. Il y a, comment ça s'appelle, le NSS, la police secrète, par exemple, qui surveille les citoyens, qui peuvent faire peur aux citoyens. Pas forcément de représailles physiques ou directes, ok? Mais tous les partis politiques que le pays a eu depuis des décennies ont toujours fait des représailles politiques s'il y a quelqu'un qui va ouvrir sa gueule un peu trop grand pour dire quelque chose contre l'État, contre le gouvernement, contre des ministres, etc. Donc Fariha a été une des victimes, mais il y en a d'autres comme ça. Donc c'est pas quelque chose que on connaît pas ça en France. Non. Bon, ça c'est pour que bon, je sais qu'il y a pas mal de gens, de compatriotes et même des Français qui suivent l'émission. Donc oui, Maurice, c'est un plaisir. C'est vrai quand on vient en vacances. Mais quand on y vit, c'est pas tout à fait pareil. Quand on est à l'hôtel, dans un 4-5 étoiles, c'est pas la même chose au niveau de la vie de tous les jours. Je dis pas que c'est l'enfer. Non, je dis pas du tout que c'est l'enfer. OK? Mais il y a énormément de choses à faire pour améliorer la démocratie de la société, pour améliorer la vie de tout un chacun, de chaque citoyen. Moi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire, Dave. Tu es en train de dire que effectivement, quand les touristes, globalement, quand les touristes viennent chez nous, ils trouvent Maurice comme un paradis, comme un pays où il fait bon vivre parce qu'ils connaissent que nos hôtels. Ben, ça rejoint ma façon de penser dans le sens où les gouvernements qu'on a eus précédemment jusqu'à maintenant, ils ont toujours pensé aux touristes. Ils n'ont jamais pensé aux citoyens. Ils ont toujours pensé à faire plaisir aux touristes, c'est-à-dire faire plaisir aux étrangers et oublier les citoyens à Maurice. Bah, je rejoins encore une fois, du coup, comme on est en train de parler de ça rejoint un peu ce que je voulais parler par rapport justement comment on appelle ces squatteurs à Maurice. Pourquoi il y a des squatteurs? Parce qu'on a investi pour les étrangers. Parce qu'on a investi pour le touriste.
On n'a pas su gérer cet argent pour dire donnons des toits aux Mauriciens qui en ont besoin et également développer le touristique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout misé sur le tourisme. Aujourd'hui, un touriste, quand il vient chez nous, c'est comme s'il visite un zoo. C'est-à-dire que eux, ils sont luxueusement dans des hôtels, pendant que nous, petits Mauriciens, on est pris comme une balle de ping-pong. On nous prend de la côte pour nous mettre au centre parce qu'ils ont besoin de faire des hôtels. Au centre, on nous enlève parce qu'ils ont besoin de faire les métros. Ils nous mettent de l'autre côté. De l'autre côté, ils nous enlèvent pour pouvoir faire les smart cities que nous, Mauriciens, ne pourrons pas profiter. Au final, on nous déplace comme des pions sur un jeu, sur une table de jeu, et on n'a plus notre place chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les touristes ne voient pas. C'est parce qu'il y a un rideau, où nous, on est en train de se déplacer comme des pions chez nous, un rideau qui couvre tout ça, et les touristes, eux, ce qu'ils voient, c'est la plage qui sont qu'à eux, et c'est les hôtels. La question qu'ils ne se demandent pas, c'est pourquoi sur les plages, il n'y a pas des gens métissés comme nous, pourquoi il n'y a pas des noirs comme nous, pourquoi il n'y a pas des mauriciens comme nous. S'ils viennent chez nous, avant tout, c'est pour voir le peuple mauricien, c'est pour connaître notre culture, c'est pour apprendre notre culture. Mais quand on est en train de leur donner que l'hôtel et la plage et nous séparer, ça doit créer vraiment la différence, la division entre touristes et citoyens. C'est logique qu'ils vont pas voir. Ils vont pas voir à travers le rideau. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut parler. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut développer. C'est quand nous, peuple mauricien, on sera bien chez nous, les gens seront contents de venir chez nous pour connaître notre culture. C'est ça qu'il faut revoir aussi, justement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas au courant de la souffrance qu'on vit et de toujours se dire que Maurice, c'est beau. Pourquoi vous venez à l'étranger? Chez vous, c'est beau. Je pense que s'ils auront fait face à la réalité des choses, ils auront tout de suite compris. Je te réponds d'un autre angle, surtout pour ceux qui ne connaissent pas réellement la pauvreté ou l'extrême pauvreté. Quand tu parles de squatters, donc pour ceux qui connaissent pas cette expression, ce sont des gens qui n'ont pas de maison, qui vont quelque part dans un endroit qui appartient à l'État et ils fabriquent quelque chose, une tente, etc. Okay. Ben, je te dis directement ce que je pense. Tous les différents gouvernements ont nourri la pauvreté et l'extrême pauvreté. Ils l'ont nourri tout simplement parce que à Maurice, on achète les votes. Oui. D'accord ? Personne ne l'a jamais dit officiellement, mais on le sait. Les votes sont achetés. Qui sont les premiers clients, entre guillemets, de ces achats, de ces ventes? Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de moyens. Ouais. D'accord? Donc, ce que j'ai dit souvent, c'est la pauvreté et l'extrême pauvreté a été nourrie par les différents gouvernements. Et ainsi, ils ont une banque de vote. Et avant les élections, tu auras plein de différentes mesures ou mesurettes qui vont venir. Ben voilà, ils vont savoir, ok. Ben on en a un, Faria, celui que tu aimes bien là, et qui avait promis des terres. Ok. Donc après les élections, les choses se passent différemment. Différemment, c'est-à-dire qu'ils nous vendent du rêve, c'est-à-dire qu'ils pointent la carotte devant l'âne pour faire avancer l'âne, mais l'âne n'aura jamais la carotte. C'est ça que les gens, ils ont pas compris. C'est-à-dire que les pauvres qui sont à Maurice, c'est garder sous le coude. Il faut c'est-à-dire dans tel endroit. Aussi, parce que à l'île Maurice, je t'arrête Odile, parce qu'à l'île Maurice, on a un problème à l'île Maurice. Les personnes ont toujours voté par les noms. Cela veut dire le rail. Ils ont pas vu qu'il y avait d'autres potentiels qui peuvent diriger le pays. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que Tchatia Ramgoulam avait libéré l'île Maurice dans la main des Anglais. Après, quand il y a eu son fils, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ça, c'est le fils de Ramgoulam. Il peut diriger le pays aussi. C'est le fils à Tchatia. Ben non, le fils à Tchatia, il est venu aussi. Il nous a fait la misère, mais un peu plus douce que celui qui est actuellement au pouvoir. Et celui qui est venu, déjà, j'avais entendu qu'on l'avait appelé imposteur, parce que déjà, je trouvais ça inadmissible, parce qu'il n'y avait pas de vote, il était au pouvoir. Comment ça se fait? Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je cherche la réponse à cette question. Il n'a pas été voté le peuple n'a pas voté. Le gars, il était au pouvoir. Après, il est venu, on a entendu pas mal de trucs.
Au fait, comme ici on regarde le feuilleton, l'amour, gloire et beauté, aujourd'hui on est en train de vivre amour, gloire et beauté à l'île Maurice. Tout le jour on entend un scandale à l'île Maurice. Si c'est pas Wakasio, c'est les squatteurs. Si c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Mais on a marre aujourd'hui, les peuples mauriciens, d'entendre toujours des sagas. En fait, comme on dit à l'île Maurice, il y a des films à 18h30. Le gouvernement qui y a actuellement, il est en train de jouer le film de 18h30 au peuple. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête de prendre surtout le peuple mauricien pour des couillons. Il est l'heure pour nous. En plus, qu'est-ce que je trouvais inadmissible dedans? Le gars, il vient à la télé récemment pour dire « Ah, je remercie le peuple d'avoir participé pour la marche. » Mais merde, Odile, on lui a dit « Dégage, il est l'heure pour toi de partir parce que tu es en train de dominer un peuple qui mérite pas cela. » Parce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant, on pose la question s'il a été élu ou ça a été triché. On va pas blasphémer là-dessus, mais on va laisser parce que j'ai entendu que cette affaire est au tribunal. Mais moi, ce que j'ai écouté le gars venir parler devant la télé, la façon qu'il a parlé, il avait un côté arrogant avec lui pour nous dire je remercie le peuple pour la marche que vous avez fait, mais on attendait déjà que lui il vienne devant la télé pour nous demander pardon. Il s'excuse parce que comme il a dit qu'il n'a pas fauté. Au moins, s'il avait fait cette marque de demander l'excuse au peuple, ça aurait pu avancer quelque chose. Mais non, il a regardé son côté arrogant. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis en vacances actuellement. Voilà, je voudrais vraiment parler de ça aussi. On a passé pour les squatteurs qui dorment toujours à la Belle Étoile. Il y a une centaine d'enfants dedans. Et en plus, il y a eu le Wakasho qui est venu, qui a bousillé notre océan. Et après, il y a eu le Saint-Gaëtan d'Ival qui est venu aussi. Il y a eu des morts d'hommes dedans dans cette affaire. Et eux, ils ont eu le culot de prendre des vacances pour 2 mois. Ils auraient dû être là pour résoudre tous ces problèmes au lieu de prendre des vacances. Je sais voilà, pas si j'ajoute le cul de tout ça. J'ajoute sur ce point dont la façon on vote. Ici à Maurice, c'est comme ça depuis des années. Donc on fait, on vote par parti, puis par donc la religion de la personne dont il aime, et puis on va mettre la croix, 3 ou 4 croix. C'est comme ça qu'on vote à Maurice. C'est trois. Non, il n'a qu'à la croix pour municipal. Ah. Pour municipal. Okay. Donc, c'est même affaire, hein, même processus. Donc, ça nous bloque parce qu'on a des partis indépendants, nouveaux partis, avec des idées complètement différentes. Faria? Oui. Oui, je m'entends? Vous m'entendez? Oui, Dave, Ivor? Oui, on t'entend. Joanne, tu m'entends? Vous m'entendez? Vous êtes tous là? Oui. Ok, oui. Parce que je pense qu'il y a eu un bug du coup. Désolée. Ah. Mais comme on dit, non, ils ont circulé, on avait dit pour l'élection, ils ont donné des Briani pour que les gens viennent voter. Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à nos vieux, ben voilà, je vais augmenter votre pension de retraite. Et à ce moment-là, c'est pour rendre les vieux aveugles. Qu'est-ce qu'ils vont savoir? Ils vont voter. Effectivement, que je trouve, moi, l'Assemblée générale, comme on a toujours dit, on a toujours parlé ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, qui ne comprennent pas la langue anglaise. Mais comment ça se fait pendant les élections? Tu vas voir les gens, tu parles en créole pour dire à ces gens-là, viens me voter. D'accord? Et quand tu es dans l'Assemblée générale, pour que toute la population comprenne qu'est-ce qui se passe, tu peux pas parler en créole pour que tout le monde comprenne. C'est normal que les gens vont aller voter la famille G ou la famille R parce qu'ils comprennent rien de ce qui se passe dans l'Assemblée générale. Moi, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça inadmissible. Malgré que moi, je comprends l'anglais, je me dis, il y en a beaucoup des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller pendant les élections, ils vont mettre des votes parce qu'ils n'ont jamais compris toutes les lois, tous les trucs qui sont passés dans l'Assemblée générale. Moi, je dis aussi qu'il va falloir que ça s'arrête. Parce que moi, j'attends, comme on dit, on se bat aujourd'hui parce qu'on veut plus de la dictature au pays. On y est arrivé en 2020. On veut que notre pays soit vraiment vivre en paix, en harmonie. Parce que pourquoi?
parce qu'il y a Bon. quelques années de cela, moi, je peux raconter une anecdote. Je partais à l'école, je mangeais avec Bassanti. Quand Bassanti, elle faisait le fête de Diwali, elle me ramenait un peu de gâteau de Diwali. Quand moi, je fêtais la fête des fêtes de la Vierge, je donnais un bout de gâteau. Et quand il y avait le Eid ul-Fitr, il y avait les fêtes des musulmans, on nous donnait de la viande de bœuf et aussi des briani. Quand on a toujours vécu comme ça. Plus aller, on voit que tout ça est en train de mourir. Et en plus de ça, on voit aussi il y a des personnes qui viennent mettre la division. Moi, j'ai dit la dernière fois que je vois aussi dans la politique et la religion, il y a eu toujours ceux de là qui se sont mélangés pour mettre la division entre le peuple. Mais je suis très fière aujourd'hui de voir que le peuple mauricien ont pris conscience qu'on est un seul peuple. Comme on chante dans la chanson de l'hymne national, on dit as one people, as one nation. On l'a toujours chanté à l'école. Mais sauf qu'on n'a jamais compris la vraie valeur de cette chanson. Voilà, ça c'est On n'a vrai. jamais pu comprendre la vraie valeur, qu'est-ce que ça dit. Et moi, je suis content que monsieur Bruno Lorette, il s'est réveillé pour réveiller un peuple derrière lui. Et je suis fière de voir ce peuple mauricien aujourd'hui. Pourquoi? Je me dis aussi, moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais à l'île Maurice. Je me disais, je suis jeune, j'en ai rien à foutre de la politique. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Mais aujourd'hui, je dis, ça m'intéresse quelque part parce que si on n'est pas intéressé, c'est nos vieux qui vont aller voter ces gens-là et ils vont être toujours au pouvoir. Moi, je dis aux jeunes, réveillez-vous. Arrêtez de penser dans l'amusement. Réveillez-vous complètement, allez mettre les personnes qui sont valables, qui peuvent redresser le pays, parce que le pays, il est en train de couler. Si on va dire redresser, pour changer celui-là, pour changer J, pour remettre R, moi, je suis pas d'accord du tout, parce que je dis, faut donner la chance à des nouveaux potentiels qui sont venus pour nous montrer leur capacité aujourd'hui. Parce que je pense que ces personnes-là, ils sont capables de redresser le pays tout doucement. Ne pense pas que ça va redresser tout de suite, parce que déjà, on est déjà dans un panier qui est percé. Le gouvernement, il a percé le panier. Là, ça va prendre du temps pour remonter, pour réajuster ce panier et recoller toutes les bouts qui a été défoncées. Alors, moi, je dis, il est l'heure de prendre conscience vraiment et de se mobiliser encore et de continuer de se mobiliser parce que comme vous avez mis ce gouvernement sur le pouvoir, vous avez le droit aussi, le peuple mauricien, de le révoquer si vous ne savez pas. Merci, Jo. Je pense que Ivor voulait intervenir. Oui, je pense que s'il te plaît, ouais. Je pense que si on veut avoir un débat, si on veut débattre de différentes questions, il faut déjà sortir de l'émotionnel. On doit sortir de l'émotionnel parce que on sait ce que c'est, on comprend, mais on doit sortir de l'émotionnel, sinon il n'y a pas de débat. Sinon, il y a beaucoup de colère, d'amertume qui sort, mais il n'y a pas de débat. Donc, pardon? Je dis avec les sentiments, il n'y a rien de constructif parce qu'on dit par rapport à ce qu'on ressent. Oui. On n'est pas posé pour cette remise en question. Voilà. J'aimerais revenir sur différentes références qui ont été faites par Jojo quand elle est intervenue. Elle a parlé de Ramgoolam, père de la nation, etc. Aujourd'hui, dans nos livres d'histoire à l'école, le Parti travailliste est associé à Ramgoolam dans les livres d'histoire à l'école. Pourtant, le Parti travailliste qui prend naissance à partir de 1936 à Maurice, c'est le docteur Maurice Curé, c'est Emmanuel Anquetil, et c'est des personnages, Rosemont, c'est des personnages qui ont lutté à un moment, donc en 1936. C'est important de comprendre ça. Hein. Ça veut dire qu'en 1936, le docteur Maurice Curé, tout ça, c'était considéré comme des parias dans la société mauricienne parce qu'ils allaient aider les laboureurs, parce qu'ils allaient aider les coulisses. Ok? Donc, ils ont constitué le Parti travailliste et ensuite, quand le docteur Ramgoolam est rentré à Maurice, là, on est après la guerre. Hein. Ça veut dire, je vous dis, 36 pour arriver après la guerre, donc c'est après 1945. C'est là qu'il va intégrer
le Parti travailliste et prendre une place importante, ok, pendant ou après la guerre. Je suis plus sûr des dates. Mais en tout cas, c'est après la création du Parti travailliste par les fondateurs que sont le docteur Maurice Curé, Emmanuel Petit et Guy Rosemont. Et donc, il faut arriver à comprendre que d'une part, c'est les Britanniques qui ont placé le docteur Amoulam à la tête du Parti travailliste. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, lorsqu'il place le docteur Amoulam au Parti travailliste, en fait, il n'y a pas de parlement indépendant, Maurice. Il y a un conseil. Le conseil ne fait que valider ce que le parlement britannique décide. Il n'y a pas à ce moment-là de démocratie à Maurice. Non. C'est plus tard, à partir de 1956, si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu avant 54. Je suis pas très précis sur les dates là, mais je vous donne ça par dizaines. C'est à partir de cette période-là où on va avoir pour la première fois une assemblée parlementaire à Maurice avec donc une représentation de tous les partis, etc. Et là, il faut bien comprendre dès le départ, l'Angleterre confie le pays en fait à des partis. Et d'ailleurs, dans des mémoires de Gaëtan Duval dit que lui, il est rentré, il devait se battre pour l'indépendance, lui. Mais la place était déjà prise. Ça veut dire que les politiques de l'époque, quand ils sont entrés pour œuvrer pour le pays, c'était avec un chèque en blanc des Européens qui, eux, voulaient garder la main sur l'économie. Quelle était notre richesse à ce moment-là? C'était la canne à sucre, qui n'était pas vraiment une richesse. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là de notre histoire, c'est que c'est surtout les familles de l'industrie sucrière, les grandes familles qui étaient propriétaires de l'industrie sucrière à Maurice, qui avaient un lien particulier avec les Européens, qui ont créé, qui ont noué et qui ont permis de nouer une relation spéciale entre l'Europe et l'île Maurice. Sinon, pour quelle raison l'Europe aurait offert à l'île Maurice un taux préférentiel sur le sucre depuis déjà à l'époque de l'indépendance, hein. Donc, ce qu'il faut bien remettre en perspective à chaque fois, c'est que d'une part, on est très limité sur la connaissance de notre histoire. L'histoire de Maurice remonte à plus de 200 ans, mais on ne sait pas grand-chose à part 1968. Allez, on va savoir un petit peu, allez, si on remonte un petit peu, allez, on va savoir 1810, l'île Maurice devient anglaise. Mais à part de ça, on va pas aller plus loin. On ne sait pas qui sont les personnages. Est-ce qu'on sait qu'à l'île Maurice, il y a déjà eu une telle déforestation? C'est-à-dire qu'il y avait plus d'arbres. On a eu un problème à Maurice au 19e siècle. Donc, c'était 1800 monté. On a eu un problème à Maurice parce que l'île ne captait plus suffisamment d'eau. Parce qu'on avait tellement détruit les forêts. Donc, qui nous enseigne ça? Ça ne nous est pas enseigné. Donc, c'est pour ça que je dis, premièrement, il faut bien comprendre que si on veut œuvrer pour l'île Maurice, il faut sortir de l'émotionnel. Il faut entrer dans le rationnel et il faut comprendre qu'on nous mène en bateau depuis des années et c'est pas en criant haut et fort, on nous mène en bateau, que ça va changer. Il faut comprendre comment est-ce qu'on fait pour nous mener en bateau. Donc là, j'ai abordé un aspect, l'aspect historique, c'est bref là, hein, je viens de faire vraiment un passage là-dessus. Ensuite, il faut regarder les médias. Les médias, Maurice, avant l'indépendance, il y avait beaucoup plus de journaux privés et indépendants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous reste trois grands quotidiens. Il nous reste peut-être 2, 3 hebdomadaires. C'est tout. Mais où ils sont passés tous ces journaux? Donc là aussi, il faut remonter à ce qui s'est passé à l'indépendance. Combien de journaux ont fermé dans les années qui ont suivi notre indépendance à Maurice? Pourquoi est-ce que ces journaux-là ont fermé? Parce qu'ils protégeaient certains intérêts, que ces intérêts-là n'étaient plus en mesure de les financer, parce que justement, ils n'étaient plus protégés. Bref, pourquoi maintenant il est important de venir sur cette question de liberté de la presse? Parce que nous, par exemple,
Dave et moi, 100% citoyens, aux dernières élections, s'il n'y avait pas Internet, jamais on n'aurait fait le score qu'on a fait au niveau national. On a fait 18 500 voix, 18 350 voix à Maurice, un parti avec 8 mois d'existence, et que les réseaux sociaux pour pouvoir nous faire connaître. On a eu quelques petites apparitions brèves et vraiment sournoises, je devrais même dire, dans les médias traditionnels. Et pourtant, on était le seul parti à avoir un programme de gouvernement. C'est-à-dire, quand on a un programme de gouvernement, c'est-à-dire que l'on a des propositions pour des problèmes, on a des solutions pour des problèmes, et on propose aussi des solutions pour améliorer notre économie, notre gouvernement, etc. C'est-à-dire qu'on a tout attaqué de A à Z. Et pourtant, ça n'a pas fait l'objet de l'attention des médias. Donc, voilà pourquoi je dis, premièrement, il y a l'histoire. Deuxièmement, il y a les médias. Et puis, troisièmement, il y a le Mauricien. Il faut aussi quand même ne pas oublier que le citoyen mauricien a ses responsabilités. Et là, il faut bien comprendre que les responsabilités du citoyen mauricien, en fait, il faut dire que à Maurice, on fonctionne beaucoup en termes de famille. La famille, c'est quelque chose d'important à Maurice. Tout le monde, on a notre cercle familial. On peut ne pas se voir tous les jours, toutes les semaines, mais le cercle familial est important. Et dans ce cercle-là, ce qui se passe est très important. C'est-à-dire que l'influence des politiques sur la famille passe par le religieux, Et en fait, j'avais formulé ça comme ça, là, en vous écoutant. Bon, d'abord, il y a le financement des religions par l'État à Maurice. Ensuite, les hommes politiques utilisent les religieux. Ensuite, les religieux utilisent les électeurs. Et ensuite, on a les religieux qui utilisent le pouvoir pour leurs bénéfices personnels. Et donc ça continue comme ça. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux, ouais. Et en fait, c'est notre génération qui sera en mesure de casser ça. C'est notre génération, ceux qui sont nés dans les années 80, un peu avant, bien sûr. Quand je dis, je n'exclus personne. Je dis, notre influence aujourd'hui, la génération des années 80, notre influence, on a eu la chance, nous, quand on était jeunes, d'avoir le Club Dorothée, d'avoir des émissions, en fait, qui nous ont ouvert sur une autre manière de voir le monde. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais. Maintenant, c'est important de voir aussi qu'une des premières lois qui a été passée par le gouvernement MSM, c'est la MBC Act. C'est une des premières lois. Et d'ailleurs, l'objet de la cassure du gouvernement MSM-PSM élu à 60-0 dans les années 80, enfin, un des sujets, une des raisons supposées de la cassure, c'est 82-83, eh ben, c'est la MBC, c'était un des sujets de discorde, c'était la MBC, ok? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous dire que il y a différents aspects dans ce problème. Il y a l'aspect notre méconnaissance de l'histoire de notre pays. Il y a l'aspect des médias, quatrième pilier du pouvoir, qui aujourd'hui, on sait qui sont les médias indépendants, on sait qui ne sont pas indépendants. Maintenant, même ceux qui veulent être indépendants, ils ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que on les exclut des affaires publiques. Ouais, ça fait, ouais. Et ensuite, finalement, donc, je disais, le dernier point, c'est le citoyen. Le citoyen et le cercle familial, où très souvent, comme je disais, le citoyen, il est sous l'influence du cercle familial. Le cercle familial lui-même, il est sous l'influence d'un religieux. Moi, je me fous de la communauté, franchement, moi. D'un religieux, c'est bien de dire mais ça. Il y aura un religieux qui va influencer, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, si vous prenez un registre électoral, je vous jure, faites-le un jour, essayez de consulter un registre électoral à Maurice, vous allez voir. Il y a des villages où
sur centaines, on va voir, c'est les mêmes noms de famille. Vous croyez comment ça se gagne ces élections? Regardez dans les villes, vous allez voir des quartiers entiers, c'est la même famille. C'est peut-être un mode un peu tribal quand on réfléchit à ça, quand on regarde ça un peu aujourd'hui comme ça. C'est tribal, cette manière de fonctionner là. Mais c'est la réalité mauricienne aujourd'hui. Donc, voilà dans quelle direction je voulais amener ce débat et partager avec vous, parce que je crois que si on ne devient pas raisonnable, on ne va pas pouvoir faire passer le message et faire comprendre qu'on est la majorité. Les Mauriciens aujourd'hui, dans ces tribus-là, dans ces cercles de familles-là, ben, il y a plein de Mauriciens dedans. Enfin, ce sont tous des Mauriciens, mais certains ont encore l'impression qu'il faut suivre le dogme communal, le dogme du racisme. Mais la génération des années 80 est en train de prendre le dessus. Notre génération, nous, on veut une société mauricienne. Voilà ce qu'on veut. Tout à fait. 100% citoyen, comme on dit. Mauricien. J'aimerais rajouter quelque chose sur ce côté mauricien Oui. qu'on est en train de parler. Donc, pour être candidat dans une élection législative au Maurice, ben, vous devez avant tout ne pas être mauricien. Avant tout, vous devez être un sino-mauricien, un hindou, un musulman, ou ce qu'on appelle population générale, c'est une boîte fourre-tout, tous ceux qui ne sont pas dans ces trois catégories. Vous êtes obligé de déclarer votre appartenance ethnique pour participer dans une élection. C'est ce qu'on met en avant. Donc, dans notre, allez, je vais être poli, j'ai failli utiliser un autre mot. Dans notre Parlement, il n'y a personne, aucun parlementaire qui s'est déclaré mauricien, mais ils se sont déclarés en tant que hindou, en tant que musulman, en tant que sino-mauricien ou boîte fourre-tout, les autres. Ok, ça c'est une chose. Deuxième, Jojo disait tout à l'heure, ils sont en vacances. Bon, pour ceux qui nous suivent et qui savent pas trop ce qui se passe, les vacances dont parlait Jojo, c'est que le Parlement mauricien est en vacances depuis vendredi dernier jusqu'au mois de novembre, dans une période où il y a autant de merde dans le pays, autant de dégâts, autant de malheurs, autant de problèmes à régler. Voilà, le Premier ministre, il décide de fermer le Parlement pendant 2 mois parce qu'il y a tellement de problèmes, et en fermant le Parlement, il se dégage de la responsabilité de répondre aux députés de l'opposition. Ok, et ça, c'est ce qu'on appelle une démocratie bien vivante à Maurice. Donc, dans ce pays, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a plein de choses à revoir. On parlait de constitution tout à l'heure, mais c'est pas que la constitution, c'est la réforme électorale, mais c'est toute la gouvernance dans son ensemble, le fonctionnement du gouvernement. Donc, une transformation du gouvernement, et c'est extrêmement important, à mon avis, aujourd'hui encore plus qu'avant. Si la société civile ne s'engage pas, donc les citoyens ne s'engagent pas dans des débats constructifs avec les politiciens, ben, les politiciens vont toujours faire les lois, faire les transformations à leur convenance. Et pour moi, personnellement, bon, je peux me permettre de le dire, les politiciens font des lois pour se protéger dans leur avantage, mais pas pour les citoyens. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Certaines lois à la con qu'on a fait dans ce pays il y a quelques années, ben, je suis désolé, le français lambda, il allait envahir les Champs-Élysées. Mais déjà, si on parle des lois qui leur servent à eux et non pas aux citoyens, ben, prenons l'exemple tout simplement sur la compétence. C'est lui qui a dit que ceux qui vont être incompétents dans leur travail risqueront licenciement. Mais est-ce que lui, il se trouve compétent dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il se trouve compétent lorsqu'il y a plein de gens qui meurent? Hein? Non, mais il répond souvent, le Premier ministre, il sait pas. Parce c'est les experts qui font. C'est ça, mais Coteline Fauté, lui, c'est pas où il a les experts sont compétents dans ce cas. Oui, j'interviens parce que comme il a dit que toutes les personnes qui sont incompétentes, les patrons peuvent virer ces personnes-là. Mais comme lui, il a pris 12 jours pour réfléchir pour le vacatio. Il a été incompétent aussi.
Pourquoi lui, Tout il à va fait. pas dégager maintenant et dire que moi, j'ai pas fait mon travail comme il faut? Je rajoute quelque chose qui est très important. Donc, vous vivez à Paris, vous voyez les choses d'une autre façon parce que en France, vous avez le droit à l'information. Oui. Okay? Ou un citoyen ou un journaliste, n'importe qui de la société civile, a le droit de poser des questions et l'État se doit de vous répondre. Tout à fait. Pour rassurer le peuple. Voilà. À Maurice, il y en a pas. Il y a plus d'une centaine de pays dans le monde qui ont ce droit à l'information, ce qu'on appelle aussi en anglais right to know, okay, ou right to information, voilà. Donc, non, le Premier ministre actuel, quand ils avaient présenté le programme en 2014, ils avaient promis d'emmener cette loi. Mais il y a 2-3 ans, il a dit, c'est compliqué. Il n'a pas accès à des experts qui pourraient l'aider pour ça, et c'est compliqué, dit-il. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit au Parlement. Ben oui, tout à fait compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que les citoyens, fermez votre gueule, vous avez pas le droit de savoir. C'est ça. C'est-à-dire, nous, lui, il pense qu'on est la minorité, c'est-à-dire, nous fermons notre bouche. Nous, on cotise pour que lui, il utilise notre argent à développer pour le tourisme, pour les étrangers, qu'il prenne notre argent pour la cuisine, comme on dit. Alors nous, ce qu'on fait, c'est juste contribuer pour le pays sans rien avoir en retour et sans même avoir droit à savoir de ce qui se passe chez nous. Ça, c'est le premier truc que je trouve qu'il faut changer chez nous. Si on avait le droit de savoir, il y a un téléphone ou Internet qui fonctionne sur quelqu'un. Donc, ce que je disais, c'est si le citoyen pouvait savoir, il pourrait poser des questions, mais ainsi, il y aurait moins de vols, de corruption. Tout à fait. Tout à fait, parce que donc, ce que je veux dire, il y a des bonnes raisons pourquoi cette loi, aucun gouvernement ne veut l'emmener au niveau du Parlement. Est-ce que moi, je peux te demander quelque chose, Dave? Parce que ici, en France, avant les élections, le président, il vient faire le bilan. Combien d'argent il reste dans la caisse? Qu'est-ce qu'ils ont dépensé et tout? Est-ce qu'à l'île Maurice, ils font ça avant les élections? Non, c'est différent. C'est différent. Donc, à Maurice, on présente ce qu'on appelle le budget national annuel chaque année vers le mois de juin pour l'année qui suit. Donc, c'est de juillet à juin. Okay? Et il y a un bilan comptable qui est présenté. Mais pour les élections, on peut te présenter n'importe quoi, vendre la lune. Ok, donc si tu peux le gober, tu le gobes. J'ai entendu aussi qu'à l'île Maurice, après les élections, ils arrivent aussi, ils partent dans les régions pour donner de l'argent aux gens, parce que moi j'ai vu aussi quand j'étais à l'île Maurice il y a quelques années, qu'ils donnent de l'argent aux gens pour que ces personnes-là viennent le voter. Alors moi j'ai dit, j'avais parlé de ça récemment, j'ai dit c'est une fraude parce qu'on peut pas bribe quelqu'un pour la personne vient vous voter. Bien sûr. Parce que ici, ça a toujours existé. On connaît déjà l'histoire de Fillon, parce que Fillon a été mélangé dans des magouilles, que Fillon a été condamné pour ça. Non, mais Fillon, je suis désolé, monsieur Fillon, vous savez pas faire les choses. Parce que c'est un petit joueur. Exactement, c'est un petit joueur. C'était quoi? C'était 3 000 €, quelque chose comme ça. Voilà. On va dire, c'est une piscette, quoi. Donc, à Maurice, non, on fait pas ce genre de choses. C'est pas en milliard. Ah ouais. Et on voudrait aussi, Dave, si c'est possible, de nous parler aussi, si c'est possible, de nous parler un peu de Saint-Louis, un peu. Attends. Si tout le monde peut mettre leur micro, couper leur micro parce qu'il y a un sacré bruit. Ivo, Faria, Odile et Jojo, tu gardes ton micro parce qu'il y a un retour de micro. Vas-y. Non, Jojo, mets ton micro pour écouter ta question. De me parler un peu de l'affaire de Saint-Louis qu'on avait entendu au début, parce que maintenant on entend l'affaire, il est mort. Ah non, il n'est pas mort. Donc, il est endormi peut-être. Mais bon, l'affaire Saint-Louis, ok, c'est une centrale électrique un contrat alloué dans les années 2016, si je ne me trompe, et où
il y a eu un rapport, un lanceur d'alerte au Danemark, qui était le contracteur, qui avait fait le projet. Ok, un lanceur d'alerte. On connaît les pays nordiques, comment ils fonctionnent par rapport à la transparence en général. Donc, la société aurait fait une enquête interne et a trouvé qu'il y avait des cas de corruption. Je parle de la société danoise, étant donné que le projet était financé par la Banque africaine de développement. Donc, pour éviter qu'il soit blacklisted pendant des années, interdit de contrat, ils ont automatiquement fait savoir à la Banque africaine de développement, voilà, le rapport qu'il y aurait eu de parlementaires, et on ne sait pas plus que ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le rapport? Et c'est parti en brouille parce que la Banque africaine de développement a fait un communiqué sur le cas mauricien, où entre autres il y avait l'ex-vice premier ministre et un autre nom qui était cité, qui est un parlementaire aussi. Mais personne n'a vu ce document réellement. Ok, le Premier ministre a demandé au vice-premier ministre de laisser son siège de vice-premier ministre, mais de rester en tant que député, de se reposer, de s'asseoir et entre-temps de recevoir l'argent des citoyens tous les mois. Donc, finalement, c'est une promotion pour lui, parce que le monsieur, il est âgé, il est fatigué, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une affaire où l'enquête se poursuit. On a entendu qu'il y a eu une arrestation aujourd'hui, mais ce que je veux dire dessus, l'institution qui fait l'enquête, ça s'appelle ICAC, Independent Something, pour poursuivre contre la corruption. Donc, cette institution à Maurice, son directeur général est nommé par le Premier ministre. Ok? Donc, il n'est pas indépendant du tout. Non. De toute façon, il y a eu plusieurs cas depuis plusieurs années, plusieurs cas d'enquête que ce même ICAC est en train d'enquêter depuis des années sur des ex-parlementaires, sur des ex-ministres, sur des proches du pouvoir. C'est très compliqué de faire des enquêtes à Maurice. Ça aboutit très rarement. Donc, ce que je veux dire encore une fois, la façon dont les institutions sont gérées, avec en permanence une ingérence politique, fait que c'est ce que je disais tout à l'heure, comme les lois sont faites pour protéger les politiques, c'est une institution dont les lois sont faites pour protéger les politiques. Si par contre ce gars-là était vraiment indépendant, si par contre il y avait une sorte de, par exemple, comme aux États-Unis il y a, je sais plus, c'est pas le Sénat, mais bref, une chambre qui peut enquêter ou une commission parlementaire qui peut enquêter, ou comme en France vous avez des juges d'instruction par exemple. Non, nous n'avons pas tout ça ici. Donc tout est fait pour protéger les politiciens. Est-ce que le gars va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a aucune idée. Ou il va se couler douce. Ivo, tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais. En fait, de toute manière, moi, je ne vais pas me poser la question de ce qui va arriver dans le cas de Saint-Louis, parce que là, on parle d'un détournement d'environ 700 millions de roupies dans l'achat d'une turbine à gaz. Moi, je ne vais pas me poser cette question-là. Je vous demande de regarder en arrière et de regarder le cas Medpoint. C'est l'actuel Premier ministre qui était en cause dans le cas Medpoint. Parce qu'il a signé un transfert de fonds, depuis un ministère vers un autre pour l'achat Medpoint, alors que c'était à sa belle famille, c'était à sa sœur, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Medpoint est une clinique qui appartenait à la belle famille du Premier ministre actuel. Voilà. Et donc, quand il y a eu une enquête, l'ICAC, il a été condamné, en fait, en première instance. Il y a eu appel. Il y a eu ensuite DPP. Il y a eu appel. Il a gagné sur son appel. Ensuite, le DPP est parti plus loin avec l'affaire. L'affaire est arrivée jusqu'au Privy Council. Et là-bas, au Privy Council, l'ICAC
qui était du côté, en fait, du magistrat, on dirait en France, de la prosécution, de la poursuite. L'ICAC qui était du côté de la poursuite lors de la première instance, il a gagné la première instance, en fait, l'ICAC a gagné la première instance contre Parvin Jagnat. Eh bien, l'ICAC, pour Parvin Jagnat notamment, l'ICAC a changé de camp. L'ICAC a changé de camp et est parti du côté de la défense. OK. Donc, moi, je voulais juste faire ce petit rappel de dire à quoi ça sert de courir après ce que Odile a qualifié de carotte, qu'on n'aura jamais, parce que c'est pareil, quand on attend une condamnation de quelqu'un, tant que ce régime-là ne change pas, mais, Il n'y aura pas, la justice ne va pas se faire. Non. Moi, je vais devoir vous laisser pour aller manger. J'ai pas encore mangé. Il est 9h30 à Maurice. Non, il n'y a pas de problème. Je suis quand même content de vous avoir reçu. Je voulais terminer sur un point parce que, comme je vous dis, c'est important qu'on essaye de comprendre et de comparer ce qui est comparable. Pour les Mauriciens qui sont à l'étranger aujourd'hui, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé au Liban. Voir les conclusions qui sont en train d'apparaître là sur les observateurs et des enquêtes qui sont préliminaires pour l'instant, mais sur ce qui s'est passé au Liban. Il apparaît qu'au Liban, cette explosion est due à l'incompétence, est due à l'absence de suivi et de maintien de sécurité, d'un niveau de sécurité autour de produits hautement explosifs. Le Liban a 48 ans de plus que nous. Le Liban a 100 ans. Nous, on a 52 ans. Voilà. C'est notre, entre guillemets, grand frère, le Liban. OK? Le Liban a été divisé. Le Liban a été divisé de la même manière que l'île Maurice a été divisée. C'est-à-dire que le pouvoir a été remis entre les mains des différentes communautés. Et que depuis 100 ans que le Liban existe, il n'y a que corruption, il n'y a que magouille et il n'y a que, finalement, certaines petites élites qui se sont gavées, comme à Maurice, une petite élite qui se sont gavées. Mais par contre, là où on a moins de chance que le Liban, chez nous, il y a cette histoire de castéisme. Comme quoi que, moi j'ai découvert ça bien tard, hein, j'avais peut-être 30 ans, quand on m'a dit un jour, mais le Premier ministre à Maurice, ça doit être un vache. Je ne savais pas, moi. Et je ne savais pas du tout, et je ne comprenais pas pourquoi. Et jusqu'à l'heure, je ne comprends pas et je n'accepte pas. Hein. C'est pour ça que je mène la lutte là où je mène la lutte, parce que je ne crois pas que ce soit normal d'écouter l'appartenance du Premier ministre à telle ou telle classe, communauté, groupe. Qualité, comme tu disais, ils ne comprennent pas le même, ils n'entendent pas qualité comme nous on l'entend. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, les Mauriciens de l'étranger peuvent être d'une grande aide. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, ce qu'ils peuvent faire, c'est déjà effectivement continuer les manifestations. Tant que ce gouvernement-là ne s'en va pas, Maurice, il faut continuer les manifestations. Vous qui êtes à l'étranger, comprenez encore plus le sens de cela. À Maurice, il y a certaines personnes qui se disent « Ouais, mais nous continuons à manifester. » Oui, nous continuons à manifester. Parce que c'est ton droit. Le jour où le gouvernement, effectivement, dira, maintenant tu manifestes plus, là, tu comprendras. Et tu diras, yo, qu'est-ce que ça fait, on doit manifester. Trop tard. Donc, il faut continuer à manifester. Ça pour respirer. Tiens, essayez de manifester en même temps que les Mauriciens à Maurice. Donc, ça veut dire le prochain event, c'est le 12 septembre, non? Voilà. C'est le 12 septembre. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément respecter les horaires. Parce que franchement, avec le décalage horaire qu'il va y avoir entre le Canada et l'île Maurice, par exemple, moi, je ne demande pas tout ça. Mais je demande de rester mobile. La date est importante pour marquer le coup. Voilà, il faut que, pareil, comme la dernière fois, on est des Mauriciens dans le monde entier qui manifestent, avec cette fois un message très clair. Pravin, va-t'en, Pravin, leave the office. Et voilà, il faut que ce soit clair. Parce qu'il n'a pas compris la dernière fois. Il faut pas attendre. Par contre, excuse-moi de te couper, Ivor.
Je voulais Oui. rebondir dessus quand tu me dis qu'il n'a pas compris. Parce qu'il y a une différence entre un aveugle un aveugle qui ne voit pas et quelqu'un qui ne veut pas voir. Ça revient sur lui. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'a pas compris ce que le peuple veut, parce qu'à un moment donné, on peut pas être aussi pitre que ça. Il a compris ce que le peuple demande. Il a compris le message qu'on veut lui mettre à la porte. Il y a eu des pancartes, il y a eu des chansons, il y a eu des vidéos, il y a eu toute une manière pour pouvoir lui communiquer qu'on voulait qu'il s'en aille. Maintenant, lui, étant un gouvernement orgueilleux, justement, ben, il n'accepte pas cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il fait semblant de... Excuse-moi, Odile. Les Gilets jaunes ont manifesté pendant plus d'un an en France. Macron n'a pas quitté le pouvoir. OK? Macron s'est même enfermé à l'Élysée lors de l'affaire Ben Allah. Lorsqu'il y a eu l'affaire Ben Allah, Macron s'est enfermé à l'Élysée avec quelques journalistes pour dire « Venez me chercher ». Oui, effectivement, ouais. Moi, je ne vois pas de différence entre Macron et Pravin Jagnnath. Au contraire, ils sont assis au pouvoir. Et le peuple, ce mot-là, bon, c'est un mot galvaudé, mais le peuple, sa responsabilité aujourd'hui, c'est de rester mobilisé. Et encore une fois, il peut comprendre, il peut pas comprendre, il peut faire le message qu'il veut. Nous, à Maurice, on va se diriger lentement mais sûrement vers une instabilité politique si ça continue comme ça. Parce que si les gens doivent manifester tout le temps et que lui ne comprend pas, il parle pas, à ce moment-là arrivera la pression internationale. À ce moment-là arrivera tout simplement la pression internationale qui, définitivement, l'amènera à déclencher des élections. Tout à fait. Il faut comprendre qu'on est dans cette logique-là. Il faut tout simplement de l'endurance, parce que ça va être une course de fond et pas un sprint. Mais oui, bon, moi, rajouter quelque chose sur ce point. Et si quelqu'un peut me donner la réponse, est-ce que le Premier ministre est venu faire un discours après l'accident de lundi du vraquier? Pas du tout. Ok, vous vous imaginez, il y a 3 personnes, 3 marins décédés, noyés, une personne disparue, après 4 jours. Silence radio. Ouais. Attends, est-ce qu'on se fout du peuple? Ben, il est en vacances. Non, mais attends, Non, mais excuse-moi, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens veulent des réponses, veulent savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a même pas une conférence de presse ouverte où la presse peut poser des questions. Dans n'importe quel pays qui se dit démocratique, je sais pas, ça me fait rigoler, mais enfin voilà. Sur ce, Maurice 2020. Je remercie aussi toute Odile, Jojo. Il y a Alban qui veut placer quelques mots. Il y a Alban. Simplement. D'accord. Et merci à la diaspora pour cette invitation. Il est tard, il est 10h moins 20. Ben, nous, on va continuer aussi de sortir ensemble avec vous sur la route pour faire entendre qu'on n'est pas d'accord de certaines lois qui ont été infligées au peuple mauricien. La dictature, surtout le droit d'expression, la démocratie. On dit la démocratie. Pour nous, aujourd'hui, on voit que la démocratie est en train de mourir. Et comme j'ai dit, je reviens en guillemets avant de finir cette conférence. Il est venu sur la télé pour nous dire « Vive la République ». Il faut vraiment que le Premier ministre, il apprend le mot « la République » veut dire quoi. Merci. Merci, bye bye. Bye bye. Bientôt, pour la prochaine. Au revoir, diaspora. Merci, Merci, Maria. Merci, Ivan.